sont des liens très forts, au point on en a déjà parlé, au point que Hanouka est célébré maintenant par Emmanuel Macron à l'Élysée avec le grand rabbin de France. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les rendez-vous de Kate du Média en 442 avec Youssef Indy. Bonjour Youssef. Bonjour, merci pour l'accueil. Merci à vous pour votre disponibilité. Alors je rappelle rapidement que vous êtes historien des religions, géopolitologue, spécialiste du messianisme. Et pour ce 5e numéro, nous allons aborder la religion juive. Alors après le catholicisme et l'islam, aujourd'hui il est question de savoir si le judaïsme est compatible ou non avec la République. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. Alors, selon une étude de l'INSEE de 2019-2020, un peu moins de 1% de la population française se déclare être juif. En revanche, parmi la communauté juive, 56% d'entre eux estiment que la religion est une dimension constitutive de leur identité, contre 30% chez les musulmans et 6% chez les catholiques. Alors, tout d'abord, ma première question: est-ce que religion et identité vont de pair ou doivent-elles être dissociées? On peut pas dissocier un individu. Un individu, c'est une totalité, c'est une culture, c'est une langue, c'est l'éducation des parents et c'est bien sûr la religion. Donc on peut pas dire à quelqu'un de laisser sa religion au placard quand il sort. Ce serait de l'hypocrisie. Et se déclarer être d'identité juive ou d'identité musulmane ou d'identité catholique, ça ne prête pas à confusion, selon vous? Non, la religion est une partie de la personne, de sa composante, et il y a pas, c'est pas exclusif. Quand quelqu'un vous dit je suis catholique, il n'est pas exclusivement catholique. Il est catholique, d'accord, il est espagnol ou français ou portugais ou italien. Voilà, ça fait pas un tout. Et un catholique français est très différent d'un catholique portugais ou italien. Alors en 1791, les Juifs de France deviennent citoyens français, c'est ce que les historiens vont appeler l'émancipation des Juifs. Peut-on dire que dès lors, la République française reconnaît le judaïsme comme partie intégrante du système? Le système c'est un peu vaste, mais la citoyenneté est donc créée après la Révolution de 1789. Mais ce que je remarque, c'est qu'en même temps qu'on octroyait la citoyenneté aux Juifs, on s'attaquait au catholicisme et il y a eu l'imposition à l'Église du vote des évêques, des prélats par, par leurs ouailles et un affaiblissement du catholicisme. Ensuite, il y a eu avec Napoléon qui avait réuni le Sanhédrin et qui leur avait soumis un questionnaire, bon, un questionnaire auquel ils ont gentiment répondu, mais qui n'engageait qu'eux, parce que lui pensait que Napoléon, que le Sanhédrin constituait une sorte d'église dans le judaïsme et que ce qu'ils acceptaient officiellement ferait force de loi, alors que absolument pas. Ce qui s'est passé par la suite et au cours des siècles, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu, comme je l'ai dit, un combat contre le catholicisme, mais la République n'a pas combattu le judaïsme en tant que religion. D'ailleurs, il existe toujours aujourd'hui des tribunaux religieux juifs, des tribunaux rabbiniques qui s'occupent notamment des questions familiales, des questions de divorce. Imaginez qu'il existe en France des tribunaux islamiques qui géraient les divorces, les questions familiales ou les conflits intracommunautaires. Vous imaginez le tollé que ça produirait. Alors, il y a très peu de gens qui savent cela. Ils savent qu'il y a un tribunal, des tribunaux rabbiniques en France. Alors, en tout cas, ça interpelle énormément. Pour quelles raisons la République s'est attaquée au catholicisme et pas au judaïsme? Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là. Bon, d'abord, il y a une question de quantité et de place dans la société. C'est-à-dire que
Le catholicisme a été combattu parce que le catholicisme était la religion structurante de la France depuis, depuis le baptême de Clovis, Mhm. puis le sacre de Pépin le Bref, le père de Charlemagne, puis de Charlemagne. Il faut savoir que la France est la première nation européenne à avoir connu ce sacrement d'un chef franc qui est devenu un roi, donc c'est-à-dire la- la- le pouvoir spirituel qui octroie au pouvoir temporel son pouvoir, au chef temporel son pouvoir. Et donc le baptême de Clovis par l'évêque Saint-Rémy, si ma mémoire est bonne, va conduire à, par la suite, comme je dis, Pépin le Bref, le sacrement, et Charlemagne. Donc, la France joue un rôle symbolique, historique très important de ce point de vue-là. Les républicains, qui étaient des universalistes, c'est-à-dire qui voulaient une république universelle, notamment par la guerre, imposée à l'Europe, puis au reste du monde, c'était un peu calqué sur le catholicisme. Parce que le catholicisme est une religion universelle qui s'est répandue en Europe, au niveau politique au sommet, notamment avec le modèle français, et ils voulaient faire la même chose avec la République, qui devait avoir sa religion, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Donc il fallait abattre le catholicisme, abattre la monarchie, remplacer la monarchie par la République, remplacer le catholicisme par une autre religion, et faire une République universelle. Voilà. Le judaïsme n'a pas cette prétention-là. Le judaïsme avait toujours été une religion ethno-raciale, avec une conception théologico-raciale. C'est-à-dire que les Juifs croient qu'ils sont descendants des Hébreux et qu'il n'y a pas de prosélytisme. Euh, Ensuite, donc là, on est. Déjà, Louis XVI avait comment dire, mis sous sa protection et reconnu les Juifs. Puis il y a eu 1791 et tout le mouvement de ce qu'on appelle la Haskalah, qui part d'Allemagne, les Lumières juives, et l'adaptation du judaïsme, entre guillemets, certaines tendances du judaïsme à la vie européenne. Mais, par exemple, il y a un auteur que cite souvent Pierre Hillard, Anacarsis Klotz, dans son livre La République universelle, et il rend hommage aux Juifs qui, c'est lui qui le dit, Anacarsis Klotz, qui ont financé les guerres révolutionnaires. Donc il y aurait eu un rôle, d'après Anacarsis Klotz lui-même, le révolutionnaire, des Juifs dans la Révolution française, mais avec monnaie sonnante et trébuchante. Et donc, alors, il y a d'autres aspects, il y a aussi l'aspect idéologique, maçonnique. Effectivement, les loges maçonniques ont joué un rôle important dans la Révolution française et dans l'établissement de la République française. Et il se trouve que il y avait de nombreux juifs dans la loge maçonnique, et même quand ils n'étaient pas dans la loge maçonnique, le judaïsme, notamment sa tendance mystique, la Kabbale, a eu une influence importante sur un certain nombre de loges maçonniques. J'ai un peu travaillé quand même sur ce sujet-là, je l'ai évoqué. J'ai évoqué cet aspect dans mon livre, la mystique de la laïcité. Donc vous avez en fait une conjonction de circonstances et d'aspects également idéologiques qui font que le judaïsme n'a pas été perçu par la République, par les républicains, pas tous, hein, parce que vous avez un antisémitisme parmi les républicains, ça, là-dessus, il n'y a pas de problème, hein, ça existe. Mais, euh, mais dans la tendance de fond, il n'y a pas d'opposition stricte entre le judaïsme et la Révolution française et la République. Au contraire, dans les synagogues, il y a encore une prière dans les synagogues pour la République. Alors justement, j'allais y venir aujourd'hui. Quelles sont les relations entre le judaïsme et la République française? Ils sont très forts. Ce sont des liens très forts, au point on en a déjà parlé, au point que Hanouka est célébré maintenant par Emmanuel Macron à l'Élysée avec le grand rabbin de France.
je l'ai dit aussi, de nombreux en parler, le CRIF qui organise un dîner chaque année, donc, qui est à la fois une organisation communautaire et aussi de défense des intérêts d'un État étranger, à savoir Israël, convoque le gouvernement français tous les ans à un dîner et lui donne ses recommandations. Donc les liens entre la République française et le judaïsme politique, parce qu'il faut bien parler de ça, de judaïsme politique, on n'est pas simplement en train de parler de questions de culte, absolument pas. D'ailleurs, la République ne se mêle pas du culte juif. On est dans un judaïsme politique puisqu'on a des lobbies, un lobby juif, comme l'appelait François Mitterrand, ancien président de la République quand même, un lobby juif qui tente d'orienter la politique française dans les intérêts d'un État étranger. Excusez du peu. Donc oui. Et oui, alors, merci de rappeler qu'on est dans un judaïsme politique, parce que quand on regarde les chiffres et les statistiques, on voit bien que moins de 1% se déclarent être juifs, donc on comprend pas, en fait, toute cette place qui est faite au judaïsme au sein des institutions, au sein de la République française. Ça ne s'explique pas par la démographie, ça s'explique notamment par la puissance financière. Je rappelle que David de Rothschild est un acteur important de la communauté juive. Il a son siège loué à la synagogue des Victoires au premier rang avec son nom. Je veux dire, les liens entre les Rothschild et la communauté juive organisée ne sont pas des liens secrets, ce sont des liens tout à fait avérés. D'ailleurs, Jacques Attali était dans les années 70 le bras droit de Rothschild, je sais plus, j'ai oublié le prénom de ce Rothschild, à la tête de l'organisation juive unifiée. Bon, j'ai oublié le nom, donc c'est pas quelque chose de secret ou d'occulte. Les liens entre des personnalités influentes, richissimes de la communauté juive et le lobby juif en France, le lobby pro-israélien, juif sioniste, appelez ça comme vous voulez, est avéré et tout à fait. Est-ce que ce sont des liens ou c'est plutôt de l'ingérence? Dans la politique française, Oui. Quand vous avez le CRIF qui dicte au gouvernement français la politique qu'il doit adopter, oui, c'est de l'ingérence. Et c'est le détournement, en tout cas la tentative de détournement des intérêts d'un pays. Le rôle d'un État, je le rappelle, c'est de défendre des intérêts de son peuple et non pas de défendre les intérêts du CRIF. Donc c'est totalement, je veux dire, je pense même que c'est illégal. Est-ce qu'on peut parler de Parce que la France ne reconnaît pas les lobbies officiellement. Est-ce qu'on peut parler de pactes qui auraient été certainement, je sais pas, signés ou conclus entre l'État français et les Juifs de France? Non, on peut pas parler de pacte, on peut parler de réseau d'influence. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul réseau d'influence, il y en a des multiples. Alors historiquement, oui, il y a la franc-maçonnerie, qui a joué un rôle très important, qui a une influence. Le monde de la finance, qui joue un rôle extrêmement important. Vous avez quand même un nombre important, une bonne partie, je crois, c'est 50-55% des inspecteurs des finances sortis de l'ENA qui font du pantouflage, c'est-à-dire qui passent de l'appareil d'État aux grandes entreprises, notamment les grandes banques, et qui y retournent, comme Emmanuel Macron d'ailleurs. Ça devrait être totalement interdit. Quelqu'un qui se met au service de l'État ne devrait pas avoir le droit d'aller dans une banque privée puis revenir dans l'appareil d'État pour servir en fait les banques privées. Donc vous avez un certain nombre de réseaux, et parfois ce sont des réseaux qui communiquent les uns avec les autres. Alors finalement, ce qui concerne le judaïsme, si je comprends bien, il n'est plus question de religion ici. Il s'agit de judaïsme politique, c'est pour ça qu'on parle de judaïsme politique. Il ne s'agit pas simplement de religion, de culte. Chacun fait ce qu'il veut chez lui ou dans sa synagogue, en théorie. Mais à partir du moment où, je veux dire, quelqu'un comme Jacques Attali, qui est conseiller président de la République depuis le début des années 80, qui est très impliqué dans les organisations juives,
C'est quelqu'un qui vous parle de Messie, qui va arriver par une porte de Jérusalem, qui vous parle du rabbin Isaac Luria, qui a théorisé la reconstruction, enfin, la réparation du monde. Donc on a affaire à quelqu'un qui dit en conférence qu'être un juif et un être humain, c'est la même chose. Je veux dire, qui est membre d'un réseau puissant en France et qui a une influence sur la politique française. Là, non, on est plus simplement dans la religion, on est dans le judaïsme politique. On parle d'islam politique. On peut parler aussi de christianisme politique. Il y a un judaïsme politique. Mais pourtant, lorsque on a fait les vidéos en ce qui concernait le catholicisme et l'islam, c'était très clair. Les deux religions ne sont pas compatibles avec la République française. Et là, quand on aborde le judaïsme, en fait, on se rend compte que d'abord, on parle de judaïsme politique, donc on n'est plus dans cette espèce de religion. Et en plus, le judaïsme est visiblement compatible et a des liens très très forts avec la République française. La République française Où et quand la République française s'est attaquée au culte juif? Il s'est attaqué historiquement au catholicisme. Il s'ingère dans les affaires religieuses des musulmans. Je veux dire, il y a une charte des imams. Est-ce qu'il y a une charte des rabbins? Il y a un tribunal, il y a des tribunaux rabbiniques en France. Il n'y a pas de tribunal islamique. Je sais pas, c'est des questions toutes bêtes que je pose. Des questions qui restent ouvertes en tout cas. Voilà. Et quand on nous parle alors d'antisémitisme, allez, j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là, où en ce moment on nous parle de plus en plus de cas d'antisémitisme. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Les cas d'antisémitisme ou le terme d'antisémitisme? Alors on va parler des deux, de l'antisémitisme et des cas... Déjà, le sémitisme est un concept qui est né dans les années 1870 en Allemagne. Un universitaire allemand, je crois, un scientifique allemand. Les Allemands qui ont une conception racialiste, d'ailleurs une conception racialiste qui est partagée par le judaïsme, puisque dans le judaïsme, il y a le concept de peuple-race, qui a développé, en fait, qui a combiné le concept linguistique et racial de sémitisme. C'est de là que vient le sémitisme et donc l'idée d'antisémitisme. Or, les sémites, déjà, les juifs, dans leur écrasante majorité, ne sont pas des sémites, et l'écrasante majorité des sémites ne sont pas des juifs, déjà, pour commencer. Donc, il y a eu une OPA sur le terme de sémitisme et donc d'antisémitisme. Et l'antisémitisme ne concernerait que les juifs. Or, on peut parler d'antijudaïsme, ou de judéophobie, ou de judéo-criticisme, à la limite. Mais l'antisémitisme est un terme abusif et en plus qui renvoie à une conception raciale. Une conception raciale que l'on ne partage pas. C'est-à-dire que quand on est musulman ou catholique, on ne considère pas que les juifs sont un peuple race. Il y a un antijudaïsme catholique, d'accord? Mais le catholicisme ne parle pas d'un peuple race juif. Or, les juifs se considèrent, beaucoup d'entre eux en tout cas, comme un peuple race. Donc déjà, il y a une escroquerie intellectuelle par rapport à cet antisémitisme. Et donc, ensuite, on a amalgamé l'antisémitisme à toute critique du judaïsme, des juifs ou d'Israël. C'est-à-dire que maintenant, Israël serait une émanation directe du judaïsme, où tous les juifs du monde entier seraient représentés par Israël. Mais là, c'est extrêmement dangereux, puisque aujourd'hui, Israël est en train de commettre un génocide. La Cour internationale de justice parle de risque de génocide. Bref, on joue sur les mots. En tout cas, c'est un pays un État qui pratique l'épuration ethnique. Donc, si vous dites que cet État génocidaire représente les Juifs du monde entier, implicitement, vous êtes en train de nous dire que les Juifs du monde entier sont solidaires d'un État génocidaire. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est des concepts qui sont extrêmement dangereux. Et je dis simplement, faites attention parce que vous êtes en train de tomber dans un piège. Il y a un retour de flamme là qui est en train de s'opérer. Et là, de moins en moins de juifs, ou je dirais de plus en plus de juifs,
s'éloigne comment dire, de cette politique israélienne. Et Israël met en danger les Juifs. Donc voilà, je vous dirais simplement, allez-y mollo avec vos histoires d'antisémitisme, conception raciale et d'association systématique des Juifs avec l'État d'Israël, c'est un peu dangereux. Et pour en revenir à la France, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes, notamment même aux historiens, qui justifient en quelque sorte ce traitement de faveur, je le mets entre guillemets, ce traitement de faveur du judaïsme et des juifs par rapport à l'histoire qui a marqué en fait l'histoire des Juifs, notamment avec l'affaire Dreyfus, avec la Shoah, et en fait on nous justifie en fait cette espèce de traitement de faveur par rapport à un passé historique. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bah, en fait, tous ces événements, toute cette histoire-là, qui n'est plus en fait du domaine de l'histoire, mais qui est entrée dans le domaine du religieux, parce que la Shoah, même le terme, et Holocauste, ce sont des termes qui renvoient à la religion, enfin, surtout Holocauste, plus que Shoah, c'est devenu un dogme. Et là aussi, il y a un risque, c'est-à-dire que quand vous érigez euh, la Shoah en dogme religieux, il faut s'attendre à ce que ce dogme, un jour ou l'autre, soit brisé par des iconoclastes ou qui s'effondre de lui-même, notamment avec avec ce qui se passe actuellement à Gaza. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du martyr des Gazaouis que de ce qui s'est passé il y a 80 ans ou je ne sais quoi. Donc, je pense qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase historique et qu'il serait temps de faire son aggiornamento et arrêter cette utilisation abusive et religieuse de la Shoah qui est totalement contre-productif et qui, de toute façon, comme beaucoup de, de, de dogmes, d'idéologies fabriquées par les hommes, finira par s'effondrer et ça risque de produire des effets extrêmement néfastes. Pour terminer, Youssef Indy, je vais vous poser une des questions que j'ai sélectionnées lors de la dernière vidéo qui a été posée par un spectateur. Alors cette fois-ci, c'est un spectateur anonyme qui demande: la religion n'est-elle pas finalement dans son aspect supérieur qu'un cadre de valeurs humaines censé faciliter les rapports sociétaux? Le culte, lui, est un exercice devant nous faciliter l'application de ces valeurs. Si les religions ont une autre fonction, elles nous conduisent aux extrémismes, au nihilisme. La religion qui conduit au nihilisme, je dirais plutôt que ce qu'on voit actuellement, en tout cas de façon empirique, c'est que c'est l'absence de religion qui conduit au nihilisme. Je veux dire, que ce soit Emmanuel Kant ou Hegel, les deux, on pourrait aussi citer des anthropologues, des historiens, mais on peut aussi citer des philosophes qui expliquent que, par exemple, Kant, de son côté, dit que derrière la morale, il y a nécessairement la religion. Les deux sont liés. Et Hegel lui dit que tout peuple et tout État est fondé sur la religion. Et ça, c'est démontré historiquement et anthropologiquement. Donc, si vous faites disparaître la religion, qui est un socle, vous allez avoir des troubles au niveau de la société et au niveau politique. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc, la religion, c'est pas simplement un outil, comme certains ont pu le percevoir. Euh, c'est pas un outil, c'est un socle qui permet de faire la société, de, de, et même de constituer l'État et la pérennité de l'État. Merci beaucoup, Youssef Indy. Merci à Merci à vous. tous aussi de votre fidélité. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et à commenter sous cette vidéo. Et puis, on y répondra. Enfin, en tout cas, Youssef Indy y répondra lors de la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Merci à vous, à bientôt.